Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. En ce mardi 21 mai, un 777 de la compagnie Singapore Airlines, une des meilleures compagnies au monde, est entré dans une zone de turbulence qui a été assez dramatique, à tel point que de nombreuses personnes à bord ont été blessées et une est même décédée. Et aux dernières informations, ce matin, le passager décédé serait décédé d'une crise cardiaque lors des événements. Le commandant de bord a pris la décision d'interrompre le vol, de changer de destination, de se poser plus tôt afin de pouvoir traiter médicalement son équipage et également ses passagers. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous donner les connaissances techniques afin de mieux comprendre cet événement et mieux comprendre les différents articles ou reportages que vous allez voir circuler sur ce sujet qui peut vous intéresser directement si vous comptez prendre un avion de ligne dans les semaines ou les mois, voire les années à venir. Alors, mettez votre ceinture de sécurité et jingle. Singapore Airlines nous annonce que son vol SQ321 qui faisait un Londres-Singapour, décollage le 20 mai, posé le 21, a rencontré des turbulences sévères. Alors dans le milieu, on dit que les turbulences sont sévères quand on entend crier à l'arrière. Second degré mis de côté, les turbulences sévères vous amènent souvent à avoir des dégâts au niveau des galets, les zones où il y a les PNC, les hôtesses et les stewards, ainsi que la nourriture et des assiettes. Au final, l'avion s'est dérouté à Bangkok où il s'est posé à 15h45 local. C'était un 777-300ER, donc ces avions qui peuvent aller extrêmement loin, bimoteur le plus puissant du monde, 211 passagers. Pour faire ces longues distances, on ne prend pas trop de monde, ça fait moins de poids, et 18 membres d'équipage. Pour rappel, Singapore Airlines, c'est une très grosse compagnie, 15 000 employés, plus de 150 aéronefs, plus de 150 avions, 147 pour du transport de passagers, 12 pour du transport de fret. Ils ont fait parler d'eux en 1982 quand un de leurs 747 a traversé un nuage de cendres volcaniques et s'est retrouvé en quadruple, pas de moteur. L'avion a plané, a descendu et une fois sorti du nuage, ils ont réussi à redémarrer les 4 réacteurs, à se poser et derrière, les réacteurs ont dû être changés. En 91, un de leurs A310 a été victime d'une prise d'otage. La police a réglé tout ça sans mort du côté des passagers de l'équipage. Et par contre, en 2000, un de leurs 747 s'est aligné sur la mauvaise piste à Taïwan, entraînant la mort de 83 de leurs passagers. Sinon, c'est une compagnie extrêmement safe, très réputée, très professionnelle. Alors forcément, on va parler de turbulence. Si vous avez vu le film À la poursuite des Trois Rouges, vous vous rappelez probablement de cette scène. Turbulence. Mais les turbulences, eh bien, ça provient de mouvements d'air verticaux. Alors forcément, ça peut faire des dégâts dans le galet, ça peut faire des dégâts également au niveau des racks à bagages, même si ces derniers ont été nettement améliorés. Et vous avez différentes catégories de turbulences. Ce qu'on appelle la CAT, la Clear Air Turbulence. Vous êtes en train de voler, il fait beau, tout va bien, et là, eh bien, vous prenez des turbulences, généralement plutôt en moyenne ou haute altitude, au-dessus de 5000 mètres d'altitude. C'est peut-être ce qu'ils ont eu. Vous êtes en vol. Si vous n'avez pas l'information qu'il y a ce type de turbulence devant vous, vous ne pouvez pas les détecter visuellement et des fois, votre radar ne permet pas non plus de les identifier. Sinon, un autre parallèle intéressant, c'est que par moment, vous savez qu'il y a une zone de turbulence, elle est très grande, vous allez devoir la traverser, on vous dit que c'est par exemple des turbulences modérées, vous y allez et au final, eh bien, c'est pire que prévu. Un parallèle facile, c'est un orage. On a vu en France en ce mois de mai, les conditions climatiques ont été assez particulières. On vous annonce il y a un orage, vous dites rien de grave, et puis au final, vous vous retrouvez avec une montée des eaux, avec de la grêle monstrueuse. On peut prédire un type d'événement, et il est extrêmement dur de prédire son intensité. Vous voyez ça un petit peu de la même manière
avec les turbulences, que l'on essaye de prédire grâce à des modèles météo, mais également grâce à des PyRep, des observations de pilotes. Mais si personne n'est passé dans votre zone, à votre altitude, dans les minutes précédentes, eh bien c'est plus difficile de se faire une idée des conditions que vous allez retrouver. Vous avez également des perturbations qui viennent avec les fronts, des perturbations mécaniques. Là, c'est beaucoup plus pour la basse altitude. Si vous faites de l'avion de chasse en basse altitude, des fois on s'en rend compte, ou même du planeur ou de l'avion léger. Vous pouvez avoir des turbulences à cause de la montagne. Par exemple, je connais un commandant de bord sur Airbus A330 qui a pris ce type de turbulence au-dessus des Alpes, et vous aviez l'avion qui se retrouve à mettre plein réduit parce que d'un coup, il se retrouve à prendre des ondes. Donc il y a différents types de turbulences. Vous avez peut-être déjà vu ces nuages dits lenticulaires du côté des Pyrénées ou des Alpes. C'est un bon indicateur, notamment pour les vélivoles. Vous avez forcément l'été les turbulences thermiques, si vous faites du kite, si vous faites du planeur, vous connaissez bien ce type de turbulence, et tout ce qui va être lié aux orages. Le wind shear, d'après PilotMall, est à l'intérieur des turbulences, mais c'est un phénomène différent et surtout un phénomène de basse couche. Si on veut rester dans la haute altitude, là où notre événement s'est passé, on peut plutôt regarder les fameux jet stream, les courants jet qui ont notamment été découverts lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les pilotes américains avec leur B-29 voulaient aller bombarder le Japon et n'arrivaient pas à avancer tellement les vents de face à haute altitude étaient forts. Si par exemple vous voulez partir aux Antilles demain, à débrief, on va pas tarder pour le travail à aller là-bas, eh bien vous vous retrouvez à l'aller à vouloir éviter ces courants jet, et donc à l'aller vous allez avoir un vol un peu plus long, mais un vol sans turbulence. Au retour, l'objectif de l'équipage, du commandant de bord, est de venir se mettre dans ces sortes de gaines d'air qui font le tour du monde. Et au moment où vous allez rentrer dans ce courant, même au moment où vous allez surfer un petit peu sur ce courant, qui peut aller à plusieurs centaines de km/h, vous allez avoir des turbulences. Elles seront légères ou modérées. Elles vont vous faire gagner parfois plus d'1 heure de vol sur votre traversée. Donc c'est volontairement que l'équipage va les chercher, car il n'y a pas de danger. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de danger, regardons un petit peu les statistiques de la FAA, donc l'autorité américaine, qui nous annonce qu'entre 2009 et 2021, il y a eu 146 blessés graves à cause des turbulences. Vous avez eu notamment en décembre 2022 20 blessés sur un Phoenix Honolulu. En août dernier, à Atlanta, 11 blessés. Une statistique intéressante, vous regarderez vos hôtesses et vos stewards différemment. 24 fois plus de chances d'être blessé si vous êtes PNC que si vous êtes passager, c'est normal, ils sont obligés de se déplacer régulièrement dans la cabine. Et en mars 2023, vous avez peut-être entendu parler de ce décès dans un Challenger 300 suite à l'avion qui a pris plus 3,8 G, donc gros facteur de charge, ensuite moins 2,3, ça pousse très fort, et plus 4,2. Et à l'arrière, une passagère anciennement de l'équipe du président Obama est décédée. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas attachée. Et au début, tout le monde a cru que c'était une victime des turbulences, mais en fait, pas du tout. C'était un souci au niveau de la contrôlabilité de l'avion. C'est ce qui est sorti de l'enquête. C'est pour ça qu'il est toujours indispensable d'attendre les comptes rendus d'enquête. Là, nous faisons une réaction à chaud car il y a un élément repris en boucle dans les médias qui me pose un grand souci que nous allons adresser juste après. Mais attention, suite aux réactions à chaud dans ce type d'événement, nous n'y étions pas. Il faut attendre l'enquête qui va prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, avant d'en sortir vraiment la raison profonde. Toujours est-il, grâce à Flight Radar, on a une idée des derniers vols effectués par cet avion. Si vous regardez dans le détail, vous voyez que les avions de ligne, ça vole beaucoup. Ce sont des avions qui coûtent extrêmement cher, plus de 3 fois le prix d'un Rafale, des fois 4 fois. Il faut les amortir, donc ce sont des avions qui rapportent de l'argent en vol, qui coûtent de l'argent au sol. Ils sont donc en vol tout le temps, et ça se passe généralement très bien. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on débriefe sa trajectoire. Ça décolle de Londres, c'est censé descendre à Singapour. Comme vous pouvez le voir, la route est longue. On évite l'Ukraine, on passe juste au nord de la Turquie, au nord de l'Iran, ça traverse l'Himalaya. Alors là, si vous avez une panne moteur, il faut prendre ce qu'on appelle des escape routes, des caps spécifiques pour éviter le relief, car si vous avez un seul moteur, il va falloir descendre vers une altitude dite de rétablissement. On en a parlé dans le cas du crash du président iranien, il va falloir éviter ces hautes montagnes. Et alors qu'il arrive au large de la Thaïlande, problème. Zoomons un petit peu sur la zone. Vous voyez ici qu'il décide de changer de trajectoire et d'aller vers Bangkok. Avant ça, trajectoire classique, pas forcément énormément de relief. Nous sommes à 37 000 pieds. Le pilote, et c'est naturel, a augmenté son altitude de vol au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que l'avion s'allège et plus vous êtes haut, plus votre avion est performant, moins vous consommez et généralement plus vous arrivez à avoir des trajectoires directes. Vous êtes au-dessus des autres trafics et ils vous gênent moins
et vos performances sont meilleures. Donc l'objectif du pilote de ligne souvent est de monter, et là on voit extrêmement bien cette montée progressive, preuve d'une bonne gestion de la trajectoire verticale de départ de l'équipage. Alors qu'ils sont à 37 000 pieds, vous voyez des variations au niveau de la vitesse, un petit peu, on va zoomer. Donc là, on voit tout le vol, on zoome ici, avec ensuite une descente de 37 000 pieds à 31 000 pieds, et c'est ça qu'on retrouve en boucle dans certaines presses non spécialisées. L'avion a perdu 2000 mètres en quelques minutes. C'est pas pendant la turbulence, c'est une décision de l'équipage de quitter cette zone où il y a de la turbulence, où il estime qu'il y a un danger, pour aller, parce qu'il a le pétrole, vers une zone où il espère il n'y a plus de turbulence. Donc c'est une décision du commandant de bord de quitter une zone où on voit que sa vitesse sol augmente, où on voit qu'il y a des conditions particulières pour se mettre en sécurité et mettre son équipage et ses passagers en sécurité. Et d'ailleurs, si vous voulez même aller plus loin, j'ai envie de vous dire, scoop, le vol de Singapore Airlines a perdu 12 000 mètres d'altitude. Ben oui, ils sont descendus, ils sont posés. Donc attention à certaines annonces un peu racoleuses, cette descente est contrôlée et volontaire et n'a rien à voir avec la turbulence. Il n'a pas fait des turbulences sur 2000 mètres d'altitude. D'ailleurs, saviez-vous que les avions de ligne sont prévus pour bouger, les ailes bougent, ainsi l'avion a pu se poser en toute sécurité sans casser. Les avions sont souples, c'est conçu pour. Donc si on regarde de manière beaucoup plus micro, beaucoup plus précise, vous voyez votre altitude là qui a l'air assez stable. Après, on verra avec les vrais enregistreurs de vol, là c'est de la faux flight radar, variations de vitesse, notamment par ici, qui sont peut-être dues aux turbulences. Dans tous les cas, nous ne sommes pas du tout sur des turbulences de plus ou moins 2000 mètres. Nous sommes sur des turbulences forcément où c'est un faible facteur de charge, ça bouge un petit peu. Forcément, vous avez vu ces images, l'état de l'avion, il y a eu des dégâts. Nous étions sur des turbulences plus que sévères, assez exceptionnelles. L'enquête nous dira pourquoi. Mais méfiez-vous de ces informations de trous d'air de 2000 mètres, car c'est tout simplement de la désinformation. Ces nouvelles données sont également sorties. Vous voyez l'avion au niveau 370, qui prend des variations au niveau de sa vitesse verticale, qui peuvent monter jusqu'à 1700 pieds par minute, et dans la foulée, descendre de 1500 pieds par minute. Ça vous fait environ 1000 mètres par minute de variation, ce qui est beaucoup, avec un événement de turbulence entre 7h49-18 et 7h50-08, soit environ 50 secondes. Il faudra attendre la fin de l'enquête pour en savoir plus. Mais on peut également se poser la question de la turbulence de sillage, qui a déjà fait certains dégâts dans l'aviation. Pour avoir cherché sur Flight Radar, il y a effectivement un Airbus A350 de la même compagnie, mais il est au niveau 410, mais surtout à plusieurs dizaines de kilomètres en amont de la trajectoire, une piste qui sera forcément étudiée par les enquêteurs. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est que les turbulences, c'est un phénomène qui est connu dans l'aviation, qui est étudié, et nous essayons en permanence d'avoir des nouveautés pour essayer de mieux les prévoir, mieux les anticiper, mieux les éviter. Il y a une seule règle à retenir, que ce soit pour vous, vos proches ou vos collègues, c'est exactement comme dans la voiture, c'est rentrer dans les mœurs, mettez votre ceinture. Seul moment où vous pouvez retirer votre ceinture, vous allez aux toilettes, marchez un petit peu, c'est bon pour la circulation sanguine, vous revenez automatiquement, vous vous attachez. Même pour dormir, et une ceinture, même non serrée, sera toujours plus efficace qu'une ceinture ouverte. Et quand vous voyez passer les PNC, le personnel navigant commercial, n'oubliez pas que quand ils font cette inspection de ceinture, eux prennent le risque de se faire secouer, et ils sont là pour votre sécurité, ne l'oubliez pas. L'évolution de la météo à l'échelle mondiale est un phénomène de plus en plus observé, notamment avec des orages qui peuvent être perçus dans certaines zones du globe comme de plus en plus forts. Ces dernières années, l'aviation a fait d'énormes progrès pour mieux gérer les trajectoires face à la météo, à tel point que dans certaines compagnies, en temps réel, nous avons des mises à jour des données météo sur nos iPads et nous pouvons ainsi faire des évitements en corrélation avec nos radars météo qui sont beaucoup plus efficaces. Pourquoi beaucoup plus efficaces? Car le radar météo, face à un orage très dense, n'arrive pas à voir derrière, par exemple, un rideau très dense de pluie. Et l'utilisation conjointe de nos radars météo et des informations en temps réel grâce à la Wi-Fi du bord sur l'iPad nous permettent de prendre des décisions beaucoup plus éclairées, beaucoup plus sécuritaires. Car l'objectif numéro 1 du pilote de ligne est et restera toujours la sécurité de ses passagers, de son équipage, des gens au sol et la sauvegarde de son aéronef. Et croyez bien que si l'équipage est passé dans cette zone du ciel, c'est parce qu'il pensait qu'il n'y avait
aucun danger. Et il paraît évident que le contrôle aérien a fait éviter cette zone aux aéronefs qui suivaient derrière. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Nous avons beaucoup de vidéos à cause de l'actualité très dense. N'hésitez pas à vous abonner. Nous avons une vidéo sur des MiG-31 détruits par des attaques MS qu'on essaye de sortir au milieu de toute cette actu. Et également une petite mise à jour sur les voyages présidentiels avec ce départ pour la Nouvelle-Calédonie, au moment où je suis en train de tourner, du président Macron. Du coup, je vous dis probablement à demain sur la chaîne et fly safe.